Je suis directrice de recherche dans le Centre cardiovasculaire et nutrition de Marseille. C'est un gros centre de recherche qui regroupe environ 200 chercheurs permanents et doctorants et qui est une UMR, ex-Marseille Université, INSERM et INRAE. Donc INRAE, vous ne l'avez peut-être pas souvent entendu et vous avez peut-être davantage entendu INRA, puisque l'INRAE est issu de la fusion entre deux instituts qui étaient l'INRA et l'IRSTREA et qui portent ses recherches à la fois sur tout ce qui est agriculture, alimentation et environnement. Alors, je ne vais pas vous parler uniquement des fruits et légumes ce soir, je vais vous parler de différents aliments. Et je vais aborder cette idée d'association d'aliments, de bénéfices des aliments par le biais de la biodisponibilité, notamment la biodisponibilité de certains micronutriments qu'on trouve dans les fruits et légumes et dans d'autres aliments. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'impact? Alors, essentiellement ce soir, nous allons parler des vitamines. Des vitamines, vous en avez très certainement entendu parler de nombreuses fois. Il s'agit de petites substances, de petites molécules qui sont non énergétiques, qui sont présentes en petite quantité dans notre alimentation, en général moins d'1 gramme par jour, et qui sont absolument nécessaires pour notre développement et notre santé. Ces vitamines, elles font partie du groupe des micronutriments, au même titre que les oligoéléments, qui sont des minéraux comme le fer, le zinc, le cuivre, le magnésium. Historiquement, on a divisé ce groupe de vitamines en deux classes. Les vitamines hydrosolubles, celles qui sont solubles dans l'eau et dans les liquides, comme les vitamines B et la vitamine C. Et puis d'un autre côté, les vitamines liposolubles, qui sont solubles dans les graisses. Je vais vous parler également de certaines molécules qui s'appellent les caroténoïdes et qui ne font pas partie de la classe des vitamines. Vous en avez peut-être entendu parler également. Ce sont des molécules qui ressemblent énormément aux vitamines liposolubles, mais dont on n'a pas déterminé aujourd'hui l'essentialité et qui ne peuvent donc pas s'appeler vitamines. Donc ce soir, je vais en particulier évoquer ces vitamines liposolubles et ces caroténoïdes, ce sont toutes des molécules lipophiles qui ont une façon un petit peu différente d'être absorbées que les autres. Alors parmi ces vitamines liposolubles, il en existe 4 classes, A, D, E, K. Vous l'avez tous entendu. La vitamine A, c'est le rétinol. C'est une molécule qui est extrêmement importante et qui joue un rôle majeur dans la vision, mais qui a aussi des rôles antiradicalaires et qui est à l'origine de la régulation d'un très grand nombre de gènes. Les carences, on le sait, induisent une cécité, notamment chez les enfants, puisque les carences en vitamine A sont responsables de malvoyances qui apparaissent chez environ 500 000 enfants par an, ainsi que de maladies cutanées. Autre vitamine liposoluble, la vitamine D, ce cholecalciférol, vous en avez également entendu parler, très important dans le métabolisme phosphocalcique, qui joue un rôle dans l'immunité. Il y a eu quelques études, notamment sur vitamine D et Covid, ainsi que dans la différenciation cellulaire. Et les carences provoquent le rachitisme, et le rachitisme chez l'enfant et l'ostéomalacie chez l'adulte. La vitamine E ou tocophérol, qui est bien connue pour son rôle dans la fertilité, qui est un antioxydant puissant et qui stabilise les membranes cellulaires, et dont les carences induisent des maladies neurologiques et de l'infertilité. Et enfin, la vitamine K, la phyloquinone, qui joue un rôle très important dans la coagulation. Alors, toutes ces vitamines sont bien connues et il existe aussi les caroténoïdes, qui sont une très grande famille de pigments. Par exemple, le lycopène, donc cette molécule que vous voyez ici, qui est aussi une molécule lipophile, qui est un antioxydant et qui jouerait un rôle très important dans le cancer de la prostate. Si vous ne le connaissez pas, vous le voyez pourtant presque tous les jours, puisque c'est cette molécule qui donne sa couleur rouge, notamment à la tomate, et qu'on va retrouver dans un certain nombre de fruits et légumes colorés et rouges, comme la pastèque aussi.
Le bêta-carotène que l'on va retrouver dans les carottes par exemple et qui est extrêmement importante puisque cette molécule peut être coupée en deux par l'organisme pour donner 2 molécules de vitamine A. C'est donc à partir de ce pigment végétal que les personnes qui ne consomment pas de vitamine A qu'on va retrouver dans des produits animaux peuvent trouver leur vitamine A dans l'alimentation. Et en plus de ses propriétés provitaminiques A, ce bêta-carotène est aussi un antioxydant et il pourrait prévenir de certains cancers ou de maladies cardiométaboliques. Et enfin, autre caroténoïde d'intérêt, la lutéine, peu connue, mais qui est aussi un antioxydant puissant et qui s'accumule de façon très importante dans notre fond d'œil, en l'occurrence dans la rétine et dans une zone pigmentée qui s'appelle la macula. Et il a été très clairement montré que ce pigment végétal permettait de prévenir l'apparition d'un certain nombre de pathologies oculaires, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc toutes ces molécules, qui ne sont pas considérées comme des vitamines, jouent un rôle aussi très important dans notre santé. Alors, je vais en parler un petit peu plus tard. Je vais vous montrer ça. Donc, toutes ces vitamines et ces caroténoïdes, on connaît leur rôle. On sait qu'il existe des carences qui sont très fréquentes dans les pays en voie de développement, mais même dans les pays industrialisés, les subcarences, c'est-à-dire avoir des taux qui ne sont pas optimum dans ces molécules, sont très fréquents. Et on a ainsi pu associer qu'un déficit en caroténoïdes ou en vitamine E pouvait être associé à l'apparition plus précoce de certaines maladies oculaires ou cardiovasculaires. Pareil, la vitamine D ou la vitamine K, si leur statut chez l'individu n'est pas optimal, eh bien, pourrait induire l'apparition précoce de maladies osseuses ou dégénératives. Donc on comprend que c'est très important d'avoir des apports suffisants en toutes ces molécules tout au long de la vie pour prévenir l'apparition d'un certain nombre de pathologies chroniques. Alors justement, quelles sont les sources de ces vitamines liposolubles et de ces caroténoïdes? Alors pour la vitamine A préformée, il ne s'agit pas du tout des fruits et légumes, on la trouve quasiment exclusivement, enfin même exclusivement dans des produits animaux, dans les œufs, dans les abats surtout, dans le foie par exemple. La vitamine D, elle est essentiellement présente dans des produits animaux également, notamment les poissons gras, le saumon, le maquereau, les sardines. Et on en trouve également dans des produits laitiers enrichis. La vitamine D d'origine végétale, elle existe et on peut en trouver dans certains champignons, mais dans des quantités qui sont nettement inférieures à celles des poissons gras. La vitamine E est d'origine végétale. Elle, on va la retrouver dans des huiles végétales et notamment dans des graines comme par exemple les amandes, les graines de tournesol. La vitamine K est aussi d'origine végétale. On la retrouve dans des quantités importantes dans les légumes verts à feuilles ainsi que dans des produits fermentés comme par exemple le tofu, le natto, etc. Et puis ces fameux caroténoïdes dont je vous parlais, ces pigments végétaux, on va les retrouver dans les fruits et légumes colorés. Alors ici, les carottes sont très riches en bêta-carotène, c'est ce qui leur donne leur couleur orange. Les tomates contiennent beaucoup de lycopène qui leur donne leur couleur rouge. Les légumes verts à feuilles ne sont pas seulement riches en vitamine K, ils contiennent aussi également beaucoup de lutéine, donc, qui est jaune et qui n'apparaît pas puisqu'elle est en fait masquée par la chlorophylle. Mais c'est la raison pour laquelle lorsque la chlorophylle se dégrade et que la feuille perd sa couleur verte, elle devient rouge ou orange, parce qu'on voit apparaître les caroténoïdes. On trouve aussi des caroténoïdes dans des fruits comme la mangue et puis comme les oranges. Donc qu'est-ce qui se passe pour ces molécules qui sont lipophiles? Qu'est-ce qui se passe au cours de la digestion? Parce que finalement, c'est un petit peu différent de ce qui se passe pour les molécules hydrophiles. Eh bien, la digestion, elle commence dans la bouche. On mâche les aliments, c'est broyé, c'est enrobé de salive. On pourrait croire qu'il ne se passe rien, mais déjà dans la bouche, il existe des capteurs de lipides
pas nécessairement de micronutriments liposolubles, mais qui vont capter certains acides gras, qui vont envoyer des signaux à notre cerveau pour signaler que le repas arrive et qu'il va se passer quelque chose. Ensuite, les aliments arrivent dans l'estomac, qui continue un rôle mécanique. L'estomac joue un rôle de broyage en continuant de malaxer le bol alimentaire et à le mélanger avec le suc gastrique. Et à ce niveau, il va y avoir deux phases qui vont se séparer. Une phase grasse, avec des gouttelettes lipidiques, et puis une phase aqueuse. Et nos vitamines et nos caroténoïdes vont se retrouver dans ces gouttelettes lipidiques. Une partie des lipides commence à être hydrolysée par une lipase, donc c'est une enzyme qui coupe les lipides pour qu'ils puissent être absorbés. Et il va y avoir la formation d'une émulsion fine. Cette émulsion arrive dans l'intestin, ça déclenche la sécrétion biliaire, qui est très importante puisqu'elle va permettre, la bile va permettre de solubiliser les lipides. Il y a aussi le déclenchement d'une sécrétion pancréatique avec les enzymes pancréatiques qui poursuivent la digestion de ces lipides et la formation de petits véhicules, de petites particules lipidiques qui s'appellent les micelles mixtes. Et ces micelles mixtes, elles jouent un rôle fondamental dans l'absorption des lipides parce que nos cellules intestinales sont tapissées d'une couche d'eau. Et un lipide, vous le savez tous, c'est pas soluble dans l'eau. Et pour pouvoir traverser ces couches d'eau, il faut que les lipides soient solubilisés dans une petite particule qui va pouvoir traverser cette couche d'eau. Et cette particule, c'est la micelle. Et donc la micelle, elle va apporter les produits de digestion des lipides, les lipides, et puis les vitamines jusqu'en contact de la cellule intestinale où ces vitamines vont pouvoir être absorbées. Alors vous comprenez, pour absorber une vitamine aussi simple qu'une vitamine K par exemple, il faut plein d'étapes. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intestin? Pendant des années, on a cru que la plupart des molécules lipidiques rentraient au travers des membranes des cellules, tout simplement en diffusant. Parce que les membranes des cellules sont faites d'une bicouche de lipides. On avait des molécules lipophiles et ça semblait logique de dire que finalement, les vitamines passaient au travers. C'est ce qu'on a longtemps cru pour les vitamines D et E. En revanche, pour les vitamines A et K, à partir d'expériences qui avaient été faites à l'époque, dans les années 70, chez le rongeur, on pensait qu'il y avait des mécanismes qui étaient régulés par des protéines, sans qu'on sache lesquels, régulés par des systèmes de transport au niveau de la cellule intestinale. Cependant, le fait que ces molécules soient absorbées tout simplement par diffusion passive au travers de la cellule intestinale, ça semblait vraiment incohérent avec des données actuelles, notamment du fait que lorsqu'on donnait deux vitamines ensemble à un individu, eh bien, il les absorbe moins bien que si on les donne séparément. Donc, ce n'était pas très logique qu'il y ait ce phénomène de compétition pour l'entrée dans l'organisme si ça diffusait tout simplement au travers de l'intestin. Et surtout, on observe une très grande variabilité entre les individus sur leur capacité à absorber. C'est-à-dire que si on prend 2 personnes parmi le public, il peut y avoir vraiment des différences absolument énormes. Et ça, c'est ce qui a été illustré dans notre laboratoire à partir d'une étude très simple pour laquelle on a fait venir 40 patients, des hommes jeunes, entre 20 et 40 ans, en bonne santé, à qui on a tous donné le même repas, enrichi en l'occurrence en vitamine D. Lorsque ces personnes ont pris ce repas, on a fait des prises de sang à intervalles régulières pendant 8 heures après la prise de ce repas et on a regardé l'apparition de la vitamine D dans le sang pour voir la capacité de chacun à absorber les vitamines. Et voici les résultats qu'on a obtenus. Ici, sur cette courbe, vous voyez l'apparition de la vitamine D dans le sang de l'individu qui l'a le mieux absorbé. Et ici, dans celui qui l'a le moins bien absorbé. Comprenez que donc, on n'est vraiment pas égaux par rapport à l'absorption.
pour une même quantité de vitamines donnée à 2 personnes, certains l'absorbent très mal, alors que pour d'autres, c'est très efficace. Ici, on a la réponse moyenne. Donc, ça nous a poussé à essayer de développer dans le laboratoire un certain nombre de modèles, de développer des expériences qui peuvent être mises en place pour essayer de comprendre cette variabilité, notamment entre 2 individus, mais aussi en fonction du repas qui est donné à un individu, puisqu'on a pu constater que lorsqu'on donne la même quantité de vitamines, qu'elle soit inclue dans une certaine matrice alimentaire ou dans une autre, eh bien, elle n'est pas absorbée de la même façon. Alors, un premier modèle qu'on utilise énormément au laboratoire, c'est ce qu'on appelle la digestion in vitro. C'est un modèle très simple. On prend un repas test qu'on modélise et puis, dans des tubes à essai, on va recréer les différentes étapes de la digestion. Une phase salivaire avec une salive artificielle dans laquelle on va broyer les aliments. Une phase gastrique, on acidifie au pH de l'estomac, on rajoute les enzymes présentes dans l'estomac pour recréer cette émulsion que l'on retrouve à l'issue de la digestion gastrique. Et puis une phase intestinale dans laquelle on va rajouter de la bile, on ajuste le pH, on rajoute les enzymes et qui nous permettent de récupérer ces fameuses micelles mixtes. Autre modèle qu'on utilise énormément au laboratoire, ce sont des cellules intestinales humaines en culture. En l'occurrence, des cellules qu'on appelle CACO2. Elles sont issues d'une personne, en fait. Ce sont des cellules initialement cancéreuses qui ont cette capacité de... On a utilisé la propriété des cellules cancéreuses de se développer à l'infini, en fait. Et on les fait pousser sur des petits filtres jusqu'à ce qu'elles forment une monocouche cellulaire. Et si on les observe de près, ces cellules ont toutes les caractéristiques des cellules intestinales. Une bordure en brosse, c'est-à-dire des petites villosités au niveau apical, comme dans l'intestin. Ce qu'on appelle des jonctions serrées. Elles forment vraiment un épithélium. Et elles ont toutes les enzymes et les protéines quasiment que les entérocytes, c'est-à-dire les cellules intestinales présentes. Et ce modèle est très utile puisque ça nous permet d'aller décrypter, d'aller étudier des interactions, puisqu'on peut déposer sur ces cellules des micelles, comme si l'intestin était en contact avec des produits de la digestion, et on peut observer les molécules qui sont absorbées par ces cellules et puis même qui sont sécrétées au travers du filtre. Donc on recrée un petit intestin au niveau de boîtes de cellules de culture. Donc ces modèles nous ont permis d'étudier plein de conditions différentes et d'essayer de décrypter les mécanismes de l'absorption. Et grâce à ces modèles de cellules, on a pu montrer que contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à maintenant, en fait, ces vitamines liposolubles et ces caroténoïdes ne passent pas du tout par simple diffusion passive au travers de la membrane intestinale. Au contraire, il existe des portes d'entrée, des protéines qui vont gérer leur absorption par la cellule. Et même plus récemment, on s'est rendu compte qu'il existait des protéines qui permettaient la sortie de ces micronutriments, ce qui fait vraiment de l'intestin un carrefour de circulation pour ces vitamines. Donc on n'est pas du tout dans un schéma très simple où finalement on ingère des vitamines et des caroténoïdes et puis ils sont absorbés. Il existe déjà une phase de régulation pendant la digestion et puis même au niveau de la cellule intestinale, en fonction de la propriété de la cellule intestinale de chacun, puisque nous n'avons pas tous les mêmes gènes, pas tous les mêmes protéines, eh bien, il y a une régulation de l'absorption. Alors, vous comprenez que quand on a finalement un processus de digestion et d'absorption aussi complexe, eh bien, il y a énormément de facteurs qui vont moduler ce qu'on appelle la bioaccessibilité, la biodisponibilité de ces vitamines et de ces caroténoïdes. Alors, qu'est-ce que c'est que la bioaccessibilité ? En fait, la bioaccessibilité, c'est la fraction de vitamines liposolubles et de caroténoïdes que l'on va retrouver dans les micelles mixtes après le processus de digestion par rapport à ce qu'il y avait au départ dans le repas. Et la biodisponibilité, c'est ce qui est au final
absorbé, qui a passé la barrière intestinale et qui va circuler dans la circulation sanguine pour aller jouer un rôle biologique au niveau des organes. Et donc à toutes ces étapes, que ce soit du passage de l'aliment, ici par exemple des feuilles d'épinard, à l'émulsion dans l'estomac, puis au micelle, puis des micelles à la cellule intestinale, puis la cellule intestinale elle-même qui resécrète dans la circulation sanguine, eh bien toutes ces étapes peuvent être modulées par un très grand nombre de facteurs. Par exemple, la structure moléculaire des composés que l'on a ingérés. Vous l'avez vu, je vous ai présenté des molécules en début d'exposé. Quand on regarde le lycopène, qui est une très longue chaîne carbonée, on comprend que c'est une molécule extrêmement hydrophobe, donc du coup, avec des propriétés peut-être moins favorables pour aller se retrouver dans les micelles mixtes, même si elles ont un rôle de solubilisation de ces molécules, et donc une absorption qui va être plus compliquée. Ce qui joue aussi, c'est la quantité de micronutriments qu'il y a au départ dans le repas. Évidemment, tous les facteurs génétiques, les facteurs de l'hôte, c'est-à-dire certaines personnes vont sécréter plus de bile que d'autres, donc du coup, plus de micelles, et ils vont mieux absorber. Certaines personnes vont avoir des protéines très efficaces au niveau de leur cellule intestinale et donc vont pouvoir mieux absorber alors que d'autres non. Et puis, c'est ce dont on va parler aussi beaucoup ce soir, il y a un effet matrice et des interactions avec les autres composés de l'alimentation. Cet effet matrice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait que si on ingère une vitamine dans différentes matrices alimentaires, par exemple de la vitamine D dans du lait versus de la vitamine D dans un fromage, eh bien l'absorption peut être légèrement différente. Et il existe un certain nombre d'interactions avec des composés de l'alimentation. Ces interactions, pour la biodisponibilité, elles sont connues, elles existent pour tous les micronutriments, pas uniquement pour les micronutriments liposolubles. Par exemple, on sait que les polyphénols du thé peuvent gêner l'absorption du fer. On sait que certains polyphénols peuvent interagir avec des médicaments. Donc ces interactions, on les connaît. Et aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il existe un certain nombre d'interactions ou de facteurs qui permettent d'améliorer l'absorption de ces micronutriments liposolubles. Alors, comment est-ce que cette matrice alimentaire, elle joue un rôle sur la biodisponibilité ? Eh bien, il faut comprendre que ces micronutriments dans les aliments, ils sont présents sous différentes formes. Par exemple, dans les cellules animales, les vitamines A, D, E ou les fruits sont présents dans des gouttelettes lipidiques. On peut aussi retrouver des caroténoïdes associés à des protéines. La vitamine E, elle est dans la membrane des cellules. Donc tout ceci, ce sont plutôt des formes qui sont facilement absorbables. Par contre, la vitamine K et les caroténoïdes, qu'on retrouve dans les cellules végétales, on les retrouve associés aux structures photosynthétiques, de leur nom scientifique, les thylakoïdes. Et en fait, ces molécules sont complètement coincées dans des membranes cellulaires qui sont très rigides. Donc, on comprend que ça va être beaucoup plus difficile lors de la digestion d'aller les extraire de ces parois végétales. Et aussi, on retrouve certains caroténoïdes qui sont associés aux membranes, mais sous forme de cristaux. Pareil, on va aboutir à des situations moins favorables pour leur digestibilité. Alors, d'une façon assez pratique, je vais vous donner des exemples pour illustrer ça, parce que ça peut paraître assez théorique. Dans les légumes verts à feuilles, donc on va prendre l'exemple des épinards, les caroténoïdes sont inclus dans ces fameuses structures photosynthétiques. Donc, globalement, ils sont relativement peu biodisponibles. Et certains caroténoïdes, donc quand ils sont sous forme de cristaux dans les chromoplastes qui donnent leur couleur, comme c'est le cas des carottes et des tomates, eh bien pareil, la biodisponibilité est faible. Par contre, quand on a ces caroténoïdes solubilisés dans des gouttelettes lipidiques, ce qui est le cas de fruits et légumes comme l'orange ou la papaye, eh bien la biodisponibilité est très bonne. Et c'est pour ça que la même quantité de bêta-carotène dans une papaye est beaucoup plus biodisponible que la même quantité contenue dans des carottes.
Et d'une façon générale aussi, les caroténoïdes qui sont présents dans les aliments d'origine animale, alors par exemple la couleur rose du saumon est due à un caroténoïde, l'astaxanthine, et bien là aussi la biodisponibilité est très bonne parce que ce caroténoïde est contenu dans des gouttelettes lipidiques. Alors, une fois qu'on sait que ces caroténoïdes sont dans les membranes végétales, et que certains d'entre eux ont plutôt tendance à rester coincés dans ces structures, on comprend que finalement, transformer les végétaux, ça va bien souvent améliorer la biodisponibilité. C'est-à-dire que tout ce qui va contribuer à détruire, à ramollir, broyer la structure va améliorer l'absorption. Et il y a un certain nombre d'études, je vais vous donner des exemples ici, qui ont vraiment pu objectiver ça donc chez l'homme. Par exemple, si on prend une purée de carottes et qu'on compare l'absorption du bêta-carotène par rapport à des carottes qui sont juste bouillies et simplement écrasées, donc pas quand même une différence majeure, eh bien, on a une bien meilleure biodisponibilité avec la purée. Si on prend des feuilles d'épinards cuites, qu'on les coupe ou qu'on les hache, ça augmente la biodisponibilité du caroténoïde lutéine par rapport à des feuilles entières. Pareil, la bêta-cryptoxanthine, donc qui est un caroténoïde que l'on trouve dans les agrumes, eh bien, lorsqu'elle est dans un jus, sa biodisponibilité est supérieure à le fruit entier est consommé. Donc ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on pense parce qu'on a bien souvent tendance à se dire que tout ce qui est transformation des aliments, ça va nuire à la qualité nutritionnelle de l'aliment. Et c'est vrai que par exemple, lorsqu'on chauffe, on peut perdre certaines vitamines, c'est le cas de la vitamine C, mais par contre, dans le cas précis des caroténoïdes, eh ben, ça a plutôt tendance à améliorer leur absorption. Alors pareil, si on compare différentes structures, la vitamine il y a certaines vitamines pour lesquelles il y a finalement un petit peu moins de différence. Alors c'est le cas des vitamines A et D pour lesquelles on ne voit pas trop de différence selon les matrices. Et si on prend par exemple la vitamine E, eh bien elle est beaucoup plus biodisponible lorsqu'elle est issue d'huile, de pain ou de céréales plutôt que de noix ou de graines, ce qui est aussi logique puisque lorsqu'elle est dans des amandes, il faut broyer, il faut que la structure soit vraiment bien digérée pour que la vitamine E soit libérée et puisse se retrouver dans les micelles. Et puis on peut avoir des aliments, par exemple entre le lait et le fromage, il n'y a pas de différence pour la biodisponibilité de la vitamine E. Alors, ce que je vous disais aussi, c'est qu'il existe des facteurs qui vont améliorer la biodisponibilité de ces molécules. Et un facteur qui est très important, c'est l'apport en graisse. Donc on a des molécules lipophiles et pour être absorbées, je vous l'ai dit, il faut qu'elles soient incluses dans ces fameuses micelles mixtes. Et ces micelles, elles sont composées de lipides. Donc si on consomme par exemple des épinards sans gras, eh bien la formation de micelles va être moins importante que si on rajoute de l'huile ou du beurre. Et donc du coup, la lutéine qui est contenue dans ces épinards va être moins absorbée. Donc cet effet du gras n'est pas trop important sur la vitamine A et sur la vitamine E. Par contre, rajouter des graisses alimentaires permet de booster l'absorption de la vitamine K et a un effet vraiment très important sur l'absorption des caroténoïdes. Et les études cliniques chez l'homme ont montré que 3 à 5 grammes de gras au minimum sont nécessaires pour une bonne absorption. Donc il ne faut pas hésiter, notamment chez les enfants, lorsqu'ils ont leur purée de carottes, au niveau de la diversification. On sait que souvent ils ne consomment pas assez de gras, mais rajouter un petit peu d'huile, ça permet de mieux absorber ces molécules. À l'inverse, d'autres éléments ont des effets plutôt négatifs. C'est le cas des fibres. Pourquoi ? Parce que les fibres influencent la formation des micelles mixtes. Elles ont plutôt tendance à ralentir la formation de ces structures. Elles diminuent aussi l'action des lipases.
Et aussi, elles augmentent la viscosité du bol alimentaire et limitent la diffusion des micelles vers la cellule intestinale. Alors tout ça, c'est un effet très positif. En général, on est très content de l'effet des fibres lorsque on considère l'absorption des lipides en général, parce que ça va aider à réguler l'absorption des lipides. Mais il ne faut pas oublier que les vitamines liposolubles et les caroténoïdes sont aussi des lipides. Donc si on diminue l'absorption des lipides, on diminue l'absorption de ces molécules. Et il a été constaté dans différentes études que finalement les fibres solubles et insolubles avaient le même effet. Autre molécule à effet négatif, qui a été objectivée dans un certain nombre d'études, ce sont les phytostérols. Donc, certaines études cliniques se sont intéressées à ça, puisque ces phytostérols ont été très largement utilisés, notamment associés à des margarines, pour diminuer l'absorption du cholestérol alimentaire. L'idée était bonne, en fait, puisque les phytostérols rentrent en compétition avec le cholestérol, donc, pour son inclusion dans les micelles mixtes, et puis ils rentrent en compétition avec le cholestérol pour rentrer dans la cellule intestinale. Donc très bien, ça a permis effectivement de diminuer la cholestérolémie chez des patients qui avaient un petit peu trop de cholestérol, et donc utiliser ces margarines enrichies permettait, souvent en association à des médicaments, de diminuer le cholestérol. Mais évidemment, le cholestérol est absorbé par des voies qui sont relativement similaires à celles des vitamines et des caroténoïdes. Et donc, ces études cliniques ont montré que les phytostérols impactaient aussi la vitamine E et l'absorption des caroténoïdes. Et ça, on a pu le vérifier au laboratoire en utilisant nos modèles de digestion in vitro et dans nos cellules intestinales en culture. Et on a montré que si on fait augmenter la concentration de phytostérols, eh bien ici, on fait diminuer l'incorporation de la vitamine D dans les micelles. Et de la même façon, la vitamine D qui rentre dans les cellules intestinales diminue en fonction de la teneur en phytostérol qui est présente dans ces mêmes micelles. Donc on comprend qu'il peut y avoir sur du long terme des interactions négatives entre ces phytostérols, notamment ceux des margarines, et puis des micronutriments, et notamment vitamine D, E et les caroténoïdes. Même effet avec certains médicaments qui visent à réduire l'absorption du cholestérol ou des graisses. Par exemple, alors je ne vais pas les citer, mais un médicament qui aide à diminuer la cholestérolémie va aussi interférer avec l'absorption de la vitamine D, des caroténoïdes et de la vitamine E quand il s'agit de médicaments qui sont basés sur des compétitions orales, pas sur une action systémique sur la synthèse de cholestérol. Mais à partir du moment où ça vise à réduire l'absorption du cholestérol, eh bien, ça va jouer aussi sur ces molécules-là. D'autres molécules qui vont bloquer la lipase, par exemple, qui avait été utilisée à l'époque chez des personnes obèses pour réduire leur absorption des graisses. Eh bien, évidemment, si ça réduit l'absorption des graisses, ça réduit aussi l'absorption de ces vitamines. Autre phénomène qui est partiellement expliqué, c'est qu'il existe des interactions entre ces micronutriments. Pour une raison qu'on comprend encore mal, la vitamine E améliore l'absorption de la vitamine A. Alors, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Peut-être qu'en fait, il s'agit de deux molécules antioxydantes et que donc la vitamine E protège la vitamine A au cours de la digestion. Par contre, je vous l'ai dit, il existe des portes d'entrée de ces vitamines à l'intérieur de la cellule intestinale. Et il se trouve que ce sont les mêmes portes pour la vitamine D, E, K et les caroténoïdes. Donc, si on consomme des fortes quantités de vitamines et de caroténoïdes en même temps, eh bien, ça bouchonne à l'entrée, il y a des compétitions et c'est moins bien absorbé que si c'est absorbé séparément. Alors, dans des concentrations normales, dans un repas normal, pas de problème. Par contre, si on consomme des suppléments, c'est là qu'il va y avoir des interactions qui sont plus importantes. Autre molécule à effet négatif, certains polyphénols. Ici, on avait pris deux exemples au laboratoire.
La naringénine, qui est un polyphénol que l'on retrouve dans les agrumes. On avait regardé son effet au niveau des cellules intestinales en culture et on avait montré que si on augmentait la concentration en ce polyphénol, eh bien, on diminuait l'absorption de la vitamine E. Pareil, ici avec du pinorésinol, qui est un polyphénol issu de l'huile d'olive, sur le captage de la vitamine D, eh bien on diminue le captage de la vitamine D par la cellule intestinale si on augmente la concentration en ce polyphénol. Alors, ces interactions sont bien connues pour les polyphénols parce que ce sont des composés qui sont capables de s'associer à des protéines et donc de bloquer leur fonctionnement. Alors, toutes ces interactions négatives, notamment avec certains composés très particuliers, on a parlé des polyphénols, on a parlé des fibres, nous ont incité au laboratoire à s'intéresser à certains végétaux en particulier, notamment dans un contexte de durabilité. Alors, vous le savez, il existe quand même des grands enjeux pour l'alimentation de demain, puisque, évidemment, face à l'augmentation de la population, au réchauffement climatique, à l'épuisement des ressources non renouvelables, il est quand même assez urgent de revoir notre alimentation et de mettre en place des systèmes alimentaires qui sont sains et durables. Et parmi toutes les solutions qui sont proposées pour augmenter la durabilité de notre alimentation, depuis quelques années, on cherche à promouvoir la consommation de légumineuses. Alors, vous en avez très certainement entendu parler, ces légumineuses qui font partie de la famille des fabacées. Donc, ce sont des plantes qui ont des fleurs papillonacées et puis des fruits dans une gousse. Et on en distingue 6 grandes familles, les haricots, les lentilles, les pois chiches, les pois, les fèves et les lupins. Et pourquoi est-ce qu'on encourage fortement cette consommation de légumineuses? Parce qu'elles ont 2 avantages très importants. D'une part, des avantages environnementaux, puisque ces plantes, elles sont capables de restaurer le sol en azote naturellement, avec des symbioses bactériennes. Donc ça veut dire que si on les met dans de la rotation de culture avec des céréales, eh bien finalement, elles enrichissent le sol en azote et donc on a besoin d'utiliser moins d'engrais après lorsqu'on cultive les céréales. Donc, ça a vraiment un intérêt environnemental fort. Et puis, elles présentent aussi des avantages nutritionnels, puisqu'elles sont très riches en protéines végétales, elles sont très riches en fibres et en minéraux. Et leur richesse en fibres est vraiment un très gros atout, puisque quasiment tout le monde ne consomme pas assez de fibres. On doit en consommer 30 grammes par jour. Très souvent, on est largement en dessous. Donc, il y a vraiment un intérêt fort à consommer plus de fibres, justement parce que ces fibres régulent l'absorption des lipides et puis parce que ces fibres ont un rôle bénéfique pour notre microbiote intestinal. Le problème, donc d'ailleurs, le plan Manger-Bouger PNNS suggère de consommer des légumineuses au moins 2 fois par semaine. Donc j'espère que vous le faites tous bien. Donc le problème avec ces légumineuses, c'est qu'elles contiennent un certain nombre de composés bioactifs. Alors ces bioactifs, je les appelle bioactifs, certains sont un peu plus méchants que moi et les appellent antinutritionnels, parce que ce sont des molécules qui peuvent avoir des effets plutôt négatifs. Donc, on va retrouver dans de fortes proportions dans ces légumineuses des tannins. Donc, ce sont des condensés de polyphénol, des saponines, qui sont des agents amphiphiles, et puis des phytates, vous en avez peut-être entendu parler, qui ont un effet sur les minéraux. Donc, ces composés phénoliques et ces tannins, si on va un petit peu dans le détail, pourquoi est-ce qu'on peut les considérer comme des antinutritionnels? Parce qu'ils sont bien connus pour complexer tous les cations divalents. Donc le fer, le zinc, le magnésium. C'est pour ça que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les polyphénols et les tannins, notamment présents dans le thé, ne font pas bon ménage avec le fer et on recommande aux personnes qui sont anémiées de ne pas consommer du thé pendant les repas. Et ces polyphénols, je vous en parlais également, forment des complexes avec les protéines digestives. Alors ça peut avoir des avantages parce que lorsqu'ils forment des complexes avec les lipases, ils ralentissent la digestion des lipides, c'est très bien, mais on le sait, les vitamines liposolubles sont des lipides et il peut donc y avoir des interactions négatives.
Les saponines interfèrent aussi avec l'absorption des nutriments. En particulier, il a été montré qu'elles baissaient la cholestérolémie. Pareil, c'est très bien. Par contre, elles pourraient interférer avec autre chose. Et puis les phytates, comme les polyphénols, complexent aussi les cations. C'est leur rôle, puisque à la base, ils servent au stockage des minéraux dans les graines. Donc, du coup, c'est vraiment leur propriété de complexer ces cations. C'est plus gênant chez l'homme puisque nous n'avons pas d'enzymes de phytase pour les dégrader. Donc, lorsqu'ils sont présents au cours de l'alimentation, ils complexent aussi les cations et empêchent leur absorption. Et ils ont aussi des interactions avec la lipase pancréatique. Et il a été montré, notamment sur des anciennes expériences chez des animaux, qui permettait de diminuer la concentration en lipides dans le sérum. Alors, ces légumineuses, on cherche à les promouvoir, mais pourtant elles sont quand même, on cherche à les promouvoir parce qu'elles sont très peu consommées. Donc, on s'est intéressé au laboratoire à des données de consommation récentes, dans l'étude de Esteban, qui a un échantillon représentatif de la population, dans lequel on a sélectionné 2000 individus et pour lesquels on a regardé leur consommation de légumineuses. Et en fait, il y a seulement 25% d'entre nous qui consommons des légumineuses, et plutôt des hommes que des femmes. Ces légumineuses sont plutôt consommées seules que dans des recettes. Et finalement, personne ne respecte la recommandation du PNNS. En tout cas, il y avait seulement 10% de l'échantillon qui en consommait 2 fois par semaine. Alors, nous, ça nous a particulièrement intéressés parce qu'on s'est dit, et si on consommait vraiment ces légumineuses plusieurs fois par semaine, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un effet? Puisqu'il existe un effet sur la digestion des lipides, quel serait l'effet sur la digestion des vitamines et des caroténoïdes? Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons utilisé notre modèle de digestion in vitro. Et puis, nous avons regardé, à l'issue de la digestion, dans des repas, si on prenait un repas test qui contenait des pommes de terre versus un repas test qui contenait des pois chiches, combien on retrouvait de vitamines ou de caroténoïdes dans les micelles mixtes? Eh bien, ça a été très clair. À chaque fois qu'on avait un repas qui contenait des pois chiches, on retrouvait moins de ces micronutriments lipophiles dans les micelles que lorsqu'on avait un repas test à base de pommes de terre. Pareil, on a utilisé ces micelles, on les a appliquées sur des cellules intestinales en culture et on a regardé ce que les cellules pouvaient absorber. Et alors cette fois, pas pour toutes les vitamines, mais surtout pour les vitamines D et K, on a constaté que lorsque finalement les micelles étaient issues d'un repas qui contenait des pois chiches, eh bien, les vitamines D et K étaient moins bien captées par la cellule intestinale que lorsqu'on avait des micelles qui étaient issues de la digestion de pommes de terre. Alors pourquoi ? Eh bien, on est revenu à notre modèle de digestion in vitro, on a pris des pommes de terre et on a rajouté cette fois séparément chacun des bioactifs, chacun des antinutritionnels, et ce qui nous a permis de décortiquer pour la vitamine K et la vitamine D, quelles étaient les molécules qui interféraient le plus avec l'absorption de ces vitamines. Et on a pu montrer que finalement, c'était pour la vitamine K, les fibres, les tanins et les saponines qui interféraient le plus avec l'absorption de cette vitamine, alors qu'il s'agissait plutôt des phytates et des tanins pour la vitamine D. Et on est allé plus loin, on a essayé de comprendre pourquoi on avait ces interactions négatives. Eh bien, en fait, c'est tout simplement parce que, comme pressenti, il y a un retard de la lipolyse. Ça régule à la baisse la digestion des lipides, et donc forcément, ça régule à la baisse l'absorption de ces vitamines liposolubles. Pareil au niveau du captage, lorsqu'on est allé décrypter au niveau des cellules intestinales quels composés étaient les plus délétères, eh bien, on a pu montrer, notamment pour la vitamine K, que finalement c'était les saponines, comme attendu, qui avaient l'effet le plus négatif. Alors, l'idée, c'est pas du tout de dire, en fait, il ne faut pas consommer de légumineuses. Au contraire, il faut quand même promouvoir l'absorption de ces légumineuses. Mais ça veut dire qu'il faut le prendre en compte dans un régime équilibré. Alors, pour moduler déjà une façon de faire, d'aborder les choses, c'est d'essayer de moduler la teneur en ces composés
dans les légumineuses qu'on consomme. Et pour ça, il y a plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est d'essayer d'aller changer un petit peu les procédés de transformation. Lorsqu'on met des pois chiches en conserve, on peut le faire de différentes façons, avec différentes températures, en faisant un rinçage, pas de rinçage, avec plus ou moins d'eau, etc. On peut essayer de diminuer les quantités en phytate, les quantités en saponine ou en tanin. Alors c'est un travail que l'on a fait au laboratoire et malheureusement on a montré que en changeant ces procédés de transformation, on arrivait bien à diminuer les antinutritionnels. Mais par contre, on n'y arrivait pas suffisamment pour qu'il y ait un effet visible sur la biodisponibilité. Donc, autre façon de faire, c'est d'aller travailler sur la sélection variétale. On s'est peu intéressé aux légumineuses pendant des années parce que les recherches se sont portées essentiellement sur les céréales. Mais on peut aller sélectionner des graines anciennes ou différentes, les cultiver différemment pour que naturellement la graine ait à la base moins de ces bioactifs ou antinutritionnels. Alors, une dernière chose que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est finalement, ok, on comprend que la matrice, finalement, ça gêne la plupart du temps à l'absorption de ces micronutriments. Il faut les sortir de la matrice pendant la digestion. Alors, tous les problèmes devraient être résolus lorsque on consomme des suppléments, puisque les molécules sont déjà purifiées, et donc il ne devrait pas y avoir de souci. Effectivement, on suppose d'une façon générale que ces micronutriments sont absorbés plus rapidement et parfois mieux quand ils sont issus d'un supplément plutôt que dans un aliment. Et certaines études cliniques ont montré que c'était bien le cas pour la vitamine A et le bêta-carotène. Malheureusement, pour d'autres, on a pu montrer que c'était un petit peu plus complexe. Alors, dans le cadre de cette étude qu'on a aussi fait au laboratoire, on a cherché à comparer l'absorption d'une même quantité de lutéine qui était contenue dans des épinards versus d'une lutéine qui était contenue dans un supplément. Donc on a appliqué notre modèle de digestion in vitro et on allait regarder la lutéine que l'on retrouvait dans nos micelles. Et ce qu'on a constaté, à notre grande surprise, c'est que finalement on retrouvait beaucoup plus de lutéine dans les micelles lorsqu'on digérait des épinards par rapport aux suppléments. Et ça a été un premier résultat assez surprenant, puisque finalement, pour le supplément, il n'y a pas de matrice à digérer pour que ce soit inclus dans les micelles. Mais en fait, on s'est rendu compte que ce résultat était dû au fait que lorsqu'on absorbe ces molécules qui sont des antioxydants, une partie de ces molécules est dégradée pendant la digestion, parce qu'on a des conditions pro-oxydantes, parce qu'il y a d'autres composés qui vont finalement détruire ces molécules. Eh bien, lorsqu'on consomme la lutéine pure, elle est très sujette à ces attaques et elle est très fortement dégradée. Par contre, quand on absorbe la lutéine dans des épinards, il y a tout un autre tas de molécules antioxydantes, des polyphénols, des vitamines, qui vont finalement protéger la lutéine de la dégradation et au final, on va en retrouver des quantités plus importantes dans nos micelles. Donc, premier résultat surprenant, elle se dégradait moins lorsque c'était issu des épinards. Ensuite, nous avons pris nos micelles, nous les avons mis sur nos cellules intestinales et puis on a regardé ce qui était capté. Là, par contre, la lutéine était bien mieux captée lorsque elle était issue du supplément plutôt qu'issue des épinards. Là aussi, c'est normal. On a vu qu'il existe des portes d'entrée de ces molécules dans la cellule intestinale. Les épinards contiennent d'autres molécules qui peuvent entrer en compétition, donc c'est moins bien absorbé. Il y a aussi des polyphénols qui peuvent gêner le fonctionnement de ces protéines. Donc, l'un dans l'autre, on avait une amélioration lorsqu'on avait une matrice épinard dans les micelles, et puis une diminution, probablement due à une compétition, pour l'entrée dans la cellule. Donc, on allait voir ce qui se passait finalement chez des individus. Et on a regardé la lutéine retrouvée dans le plasma après ingestion, donc dans le sang, après ingestion soit des épinards, soit du supplément. Et notre résultat a été le suivant. Au final, la quantité de lutéine, qu'elle soit absorbée dans les épinards ou dans le supplément, c'est strictement la même.
Par contre, la façon dont la lutéine apparaît dans le sang est très différente. C'est-à-dire que lorsqu'on a un supplément, eh bien, on a un pic de lutéine à peu près 2 à 3 heures après l'absorption du repas, pic qui disparaît très vite, alors que lorsqu'on consomme des épinards, eh bien, le relargage de cette lutéine est plus régulier dans le temps. C'est aussi dû à la présence de fibres, ce dont je vous parlais tout à l'heure. La conséquence biologique de ça, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est délivré plus rapidement aux organes? Est-ce que finalement il vaut mieux qu'il y ait un relargage continu d'antioxydants pendant une longue période après le repas? Aujourd'hui, on n'est pas encore capable de le dire, même si certaines études suggèrent que finalement c'est bien d'avoir un relargage progressif de molécules antioxydantes et de vitamines pendant la période après la digestion. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien que la matrice alimentaire, elle a peu d'influence sur la biodisponibilité de certaines vitamines. C'est le cas des vitamines A et D. Par contre, elle en a énormément sur la biodisponibilité des caroténoïdes, ces fameux pigments des fruits et légumes colorés. Qu'il est intéressant d'avoir une quantité minimale de graisse provenant de l'aliment ou du repas pour promouvoir l'absorption de ces micronutriments et notamment celle de ces caroténoïdes. Donc un peu d'huile d'olive sur les tomates, c'est bien, ça aide à l'absorption du lycopène. Que certaines molécules peuvent diminuer la biodisponibilité de ces micronutriments, les fibres, les phytostérols, les polyphénols, mais que ça a aussi un effet positif puisque ça régule l'absorption des graisses alimentaires. Qu'il peut y avoir des compétitions entre micronutriments, notamment lorsqu'on les consomme en très forte quantité en même temps, par le biais de suppléments, et que les micronutriments des suppléments ne sont pas forcément plus biodisponibles que ceux des aliments. Donc au final, si je devais donner un conseil, évidemment pour éviter les interactions alimentaires, c'est de manger varié. Pourquoi? Parce que si on fait systématiquement certaines associations qui sont négatives, eh bien on va avoir tendance à diminuer ces apports en micronutriments. Et plus on varie les sources, plus on varie les graisses alimentaires, les fruits et les légumes, moins on va avoir de possibilités d'impact négatif de ces interactions. Alors au laboratoire, on continue de s'intéresser à ces sujets, en particulier deux. Évidemment, on essaie de continuer l'étude des facteurs qui interagissent avec la bioaccessibilité et la biodisponibilité des micronutriments liposolubles, donc les facteurs alimentaires, les médicaments, l'impact du changement climatique, comment est-ce que le changement climatique module la composition des fruits et légumes et est-ce que ça a un impact sur notre absorption de ces micronutriments. Et puis, on essaie de mieux comprendre comment on peut identifier les individus qui absorbent très bien et ceux qui absorbent très mal ces micronutriments, parce que peut-être qu'il faudrait adapter les recommandations nutritionnelles à chacun plutôt que de le faire de façon assez générale pour des sous-groupes de la population. Donc, je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi tous mes collègues du C2VN qui m'ont permis d'obtenir un très grand nombre de ces résultats, en particulier 3 doctorantes qui ont fait leur thèse sur ces sujets, donc Aurélie, Marielle et Tiffany, les techniciens du laboratoire qui participent très activement à la mise en place de ces expériences, Marion, Charlotte, Donato, tous les membres du C2VN et les collaborateurs extérieurs qui ont soit aidé dans ces projets, soit financé ces projets, et dont vous trouverez les logos ici, mais ce n'est pas exhaustif. Voilà, et merci donc encore pour votre attention, et j'attends vos questions. Bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Alors, je n'ai pas assisté au début, mais donc mes questions vont plutôt être axées sur ce que vous avez dit enfin. J'ai 3 petites questions. La première, c'est une précision. Qu'est-ce que ça veut dire amphiphile? Je n'ai pas eu le temps de regarder sur Google.
Donc la deuxième question, c'est est-ce que les intolérances alimentaires ont-elles une incidence intolérance au gluten, lactose, etc., sur cette absorption. Il y a quelques diététiciens maintenant alors il y a plein de courants au niveau des nutritionnistes et des recommandations. Et j'ai entendu parler une fois un diététicien qui disait qu'il fallait éviter certaines combinaisons. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Voilà les questions que j'ai envie de vous poser pour l'instant. Ok. Alors en FIFIL, vous faites référence aux saponines. Donc ce sont des molécules qui sont un peu détergentes comme les sels biliaires, c'est-à-dire qui peuvent aider à solubiliser certaines molécules, certaines graisses, mais qui vont aussi rentrer en compétition avec ces graisses pour l'entrée dans la micelle, par exemple. Donc ce sont comme des détergents, on va dire. Votre deuxième question concerne les intolérances. Alors, est-ce que ça gêne l'absorption? Lorsqu'on a une intolérance, on va avoir une inflammation de l'intestin. Et donc, oui, on va changer. Si on est en condition inflammatoire, on peut changer la capacité de l'intestin à fonctionner. Après, si on a une intolérance qui est maîtrisée, c'est-à-dire qu'on a supprimé l'allergène et que l'intestin fonctionne normalement, il n'y a pas de raison que ça gêne l'absorption. Après, effectivement, lorsqu'on supprime de l'alimentation certains produits, les produits laitiers, on peut avoir des défauts d'apport en certains micronutriments, en calcium par exemple, qu'il faut compenser par ailleurs. Mais après, en termes fonctionnels, je pense que si l'intestin n'est pas en condition inflammatoire, il n'y a pas de raison qu'il y ait un effet négatif. Et votre troisième question portait sur les régimes... les interactions. Alors, oui, effectivement, il existe des interactions. C'est ce que je vous disais. Polyphénol et fer, c'est très connu. Si vous êtes anémié, ne consommez pas du thé pendant vos repas. Ça, c'est certain. Il y a des associations positives. Par exemple, donc je vous ai dit que les légumineuses contenaient des protéines. Mais ces protéines, elles sont carencées en certains acides aminés. Donc, si on mange que des légumes, si on apporte nos protéines végétales que par des légumineuses, ça va poser des problèmes pour nous, notre propre synthèse protéique. Du coup, les céréales contiennent aussi des protéines avec d'autres acides aminés qui sont complémentaires. C'est la raison pour laquelle on recommande très souvent d'associer légumineuses et céréales. Pois chiches et semoule, par exemple. Ça vient de là. Riz et haricots. Parce qu'il y a une complémentarité dans les acides aminés qui font que ça va permettre de compenser les faiblesses en acides aminés qu'on trouve d'un côté ou de l'autre. Et après, il y a toutes les interactions dont je vous parlais. Et ces interactions, elles existent tout le temps. Il y en a quasiment dans tous les aliments. Elles peuvent être positives. Si on consomme de la vitamine D en même temps que du fer, on va mieux l'absorber. Si on consomme de la vitamine E avec de la vitamine A, on va mieux absorber la vitamine A. C'est la raison pour laquelle plus on varie, plus on va normaliser en fait ce niveau d'interaction positive ou négative. Finalement, est-ce qu'on pourrait dire, parce que la recommandation, là, est à la variété. Oui. On constate qu'on mange souvent de la même manière. Ah oui. Ça, on a des habitudes alimentaires qui font qu'on mange de la même manière. Mais là, la recommandation est à la variété. Mais par contre, certaines interactions, certaines intolérances font que finalement, on ne peut pas manger tout. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une recommandation de variété, une recommandation large, mais que finalement, il serait peut-être plus utile à l'avenir d'avoir une consultation personnalisée, comme il me semble que c'était un petit peu le mot de la fin, là, que vous allez vers des perspectives plus ciblées. Oui, après, les intolérances au gluten ou au lactose, elles concernent une petite partie, une petite frange de la population. Il y a aussi certaines pathologies digestives qui sont moins bien connues, qui sont des intolérances à ce qu'on appelle les FODMAPs, qui sont des fibres qu'on retrouve dans un certain nombre d'aliments, notamment dans le blé, dans les céréales. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se pensent intolérantes au gluten
alors qu'elles ne sont pas intolérantes au gluten, mais en fait à ces fibres, ces FODMAPs qu'on retrouve dans les céréales et qu'on retrouve aussi dans tout un tas d'autres aliments comme par exemple les oignons, les brocolis, et il y a peut-être des gens qui vont se dire ah oui, moi aussi en fait je suis peut-être pas forcément intolérant au gluten, mais quand je consomme certains aliments précis, j'ai des problèmes digestifs, etc. Pour eux, oui, il faut une consultation spécialisée. Après, pour la majeure partie des gens, il n'y a pas de pathologie, donc oui, on peut aller sur la variété. Pour changer ses habitudes alimentaires, c'est très difficile, mais il faut vraiment essayer de varier sa consommation d'huile. On aime l'huile d'olive, bah, de temps en temps, on va quand même prendre une huile de colza, une huile de tournesol. Il faut essayer de faire cet effort. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question moi, par rapport à la qualité vraiment intrinsèque des légumes et des fruits sur leur teneur et leur concentration en vitamines au travers des âges, avec l'agriculture intensive, ce genre de choses. J'ai entendu un petit peu tout et son contraire et je voulais savoir si dans l'agriculture bio ou raisonnée ou alors de saison, ça pouvait vraiment changer fondamentalement l'absorption, la quantité d'absorption de vitamines qu'on pouvait avoir. Ça va être très difficile de donner une réponse. Ce qu'on sait, c'est que des études ont été menées pour regarder les teneurs en vitamines vraiment du bio versus du conventionnel et qu'il n'y a pas eu des résultats hyper différents. Ce qu'on sait aussi, c'est que par contre, en bio, et aussi dans des variétés anciennes, ou si on fait du stress hydrique sur les plantes, on va augmenter certains caroténoïdes par exemple, ou certains polyphénols, ou en diminuer d'autres. Donc il y a beaucoup d'études qui sont menées là-dessus en ce moment. L'idée évidemment, c'est d'aller vers de la sélection de végétaux qui vont mieux résister au stress hydrique. On connaît les problématiques du changement climatique sans que ça gêne l'absorption. Maintenant, je ne pourrais pas dire qu'il y a eu en termes d'absorption, qu'il y a eu quelque chose de vraiment carré là-dessus. Après, sur les teneurs, oui. On pense que dans certaines variétés anciennes, il y avait plus de composés bioactifs, de polyphénols, parfois de caroténoïdes. Il y a certainement des efforts à faire en agriculture conventionnelle pour pallier à tout ça. Après, le bio versus le conventionnel, il y a aussi d'autres avantages qui sont liés, pas nécessairement à la présence de pesticides dans les fruits et légumes, mais aussi à la pollution environnementale, etc. Oui, je voulais poser une question. Je m'aperçois que c'est compliqué de se nourrir maintenant, puisqu'on entend tout et un petit peu n'importe quoi. Je voulais ce que vous pensiez justement d'être végétarien ou vegan et tout ça. Est-ce qu'il faut aller dans cette direction-là? Est-ce qu'il donne des carences alimentaires? Enfin, je ne sais pas. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, quoi? Alors, vous l'avez vu, il y a certaines vitamines qu'on trouve quand même peu, voire pas dans dans des produits autres qu'animaux. Alors, par exemple, la vitamine B12, on ne la trouve pas dans les produits végétaux. La vitamine D, on la trouve très peu. Alors, certains diront qu'effectivement, il suffit de s'exposer au soleil pour avoir son apport en vitamine D, mais finalement, c'est partiellement vrai parce qu'entre octobre et mai, même si on s'expose au soleil, on ne va pas synthétiser de vitamine D à cause du fait qu'il n'y a pas assez d'UVB dans le rayonnement. Donc, on peut avoir un régime végétarien, notamment si on consomme des produits laitiers et du poisson qui soient complètement équilibrés. Un régime 100% vegan, il va falloir faire intervenir des suppléments alimentaires. C'est obligatoire, notamment sur du long terme. Après, ça dépend de votre façon d'aborder l'alimentation. J'ai envie de dire qu'en tant qu'adulte, vous êtes libre de faire ce que vous voulez tant que vous l'imposez pas à des enfants qui ont besoin notamment de produits animaux pour se développer et grandir. Donc ça, c'est plutôt mon point de vue là-dessus. Si vous voulez avoir une alimentation 100% naturelle
sans avoir recours à des suppléments, c'est impossible de le faire sans consommer des produits animaux. Pas nécessairement de la viande, mais au moins des produits laitiers, des œufs, du poisson. D'accord. Bon. Bonsoir. Au sujet des légumineuses, il existe aujourd'hui différentes formes. Donc la légumineuse par elle-même, la légumineuse sous forme de pâte. Donc là, elle a subi des transformations sous forme de semoule aussi. Est-ce que vous les avez étudiées et est-ce que justement au niveau des phytates, il y en aurait moins? Alors ça, je ne peux pas vous dire. J'aurais tendance à dire que oui, parce que plus on va processer, plus on risque d'en perdre. Mais je pourrais, enfin, et d'autant que les pâtes, dans mon souvenir, il y en a très peu qui sont 100% légumineuses. Il y a souvent des associations entre farines. Donc peut-être que ça contribue à la diminution. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire exactement. D'accord. Je peux me permettre une deuxième question? Donc en fait, si l'on mange de façon équilibrée et variée, une supplémentation de quelques vitamines que ce soit paraît finalement Pas non nécessaire. nécessaire. Oui. Même si la question du monsieur tout à l'heure, on entend souvent qu'il y a moins de nutriments dans les cultures actuelles et donc Le problème, à mon avis, ne vient pas. Alors, peut venir en partie du fait que oui, il y a peut-être moins de certains micronutriments dans des végétaux. Pas forcément lié à la culture, mais aussi lié à d'autres raisons, comme par exemple le stockage. Hein. Si on garde une pomme pendant 18 mois avant de la consommer, comme ça peut arriver, ou qu'on garde très longtemps des fruits et légumes dans son frigo, il peut y avoir des variations de teneur en vitamines, hein, ou en vitamine C notamment, etc. Donc ça c'est vrai. Après, je pense que les carences, notamment chez nous adultes, viennent plutôt de la monotonie, enfin, de ce qu'on consomme et puis de ce qu'on va consommer. Si on consomme par exemple des pâtes au beurre, je dis n'importe quoi tous les soirs, il y a pas vraiment, enfin, il y a certains micronutriments, mais quand même pas tous. C'est très difficile en fait de consommer 5 portions de fruits et légumes par jour de façon régulière toute l'année. Donc je dirais que ça vient, si on a cette hygiène de vie-là, je dirais qu'il n'y a pas de souci pour avoir des apports suffisants. Pas uniquement au niveau des fruits et légumes, mais aussi des autres catégories d'aliments. finalement 5 fruits et légumes, puisqu'une portion c'est 100 grammes, c'est en gros 500 grammes de fruits et de légumes. Donc si on reste dans la logique où c'est sur la semaine, on va dire qu'on va moduler les apports, etc. On peut très bien penser, je veux dire, une carotte ou 2 carottes, c'est à peu près 200 grammes. Donc une soupe avec 200 grammes de carottes, une salade le midi, un fruit le matin et un l'après-midi. Finalement, on a fait nos 5 fruits et légumes. 5 fruits et légumes différents, oui. 2 carottes, ça marche pas. Non, c'est la variété, vraiment. C'est pas en fait 5 portions de fruits et légumes. Enfin, il faudrait rajouter différents. Ça, c'est par jour différent, ouais. Ou c'est dans la semaine? Ah, on peut sur la semaine 25 fruits et légumes, 25 portions par semaine, oui. D'accord, merci. Bonjour, merci. Deux questions. À propos du jeûne, est-ce que quand des fois, par exemple, on a du mal à digérer certaines choses, est-ce que le jeûne peut rééquilibrer, j'ai oublié comment ça s'appelait, ceux qui vont gérer les vitamines dans les intestins, est-ce que ça peut les réguler, les re-réguler s'ils fonctionnaient moins bien? Et puis une deuxième question, c'est à propos du tanin. Du coup, le tanin, ça a tendance peut-être à inhiber certaines molécules.
et certaines vitamines. Mais alors, si on boit du vin, par exemple, à table, du coup, ça... Bah non, mais voilà. Et puis, et j'ai pas compris la différence entre les carottes bouillies et une purée de carottes. Alors, on va faire dans l'ordre. C'était quoi la première question déjà? Le jeûne, la Ah oui, le régulation. jeûne, je ne sais pas du tout. Non, je ne sais pas. Je vous dirais une bêtise. Je ne sais pas. Il y a quand même des études qui montrent, alors pas forcément au jeûne, mais que là, si on est en restriction calorique, on vit plus vieux. Mais sur le jeûne à proprement dit, je pourrais pas vous dire. La deuxième, c'était l'éthanol. Oui, alors les polyphénols ont aussi leurs avantages, hein. Ce sont des molécules antioxydantes qui vont protéger de la dégradation durant la digestion. Comme je vous disais, tout est une balance. Un petit peu, c'est bien. Trop, effectivement, je pense qu'il pourrait y avoir des problèmes d'absorption. Mais si vous consommez trop de polyphénols issus du vin, vous risquez d'avoir d'autres problèmes avant les problèmes d'absorption. Ça, c'est sûr. Et enfin, la différence, alors c'est qu'une purée de carottes, les carottes, la matrice, elle est complètement détruite. C'est vraiment, on peut pas absorber plus facilement. C'est pour ça que le bêta-carotène de la purée est mieux absorbé que si c'est juste des carottes bouillies et écrasées à la fourchette. C'est tout. Alors, la question là que je veux vous poser, c'est concernant les jus de légumes ou les jus de fruits. Est-ce que c'est mieux j'ai suivi des gens sur Internet qui préconisaient de prendre des jus pour justement avoir plus de nutriments. Est-ce que c'est mieux? Et comment que ça se passe en fait? Est-ce que les vitamines sont perdues lorsqu'on presse le jus? Est-ce qu'il y a un temps pour conserver les vitamines et les nutriments? Alors, issus du jus, certains micronutriments vont effectivement être mieux absorbés. C'est le cas des caroténoïdes. Donc, si par exemple vous avez un jus d'orange ou un jus de légumes, les caroténoïdes des légumes vont être mieux absorbés issus du jus que issus du légume entier. Mais déjà, ils vont se dégrader beaucoup plus vite. Donc, le temps de conservation est très faible, notamment même pour la vitamine D. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand contact avec l'oxygène de l'air, ça a libéré les enzymes des cellules, etc. Donc, déjà, la conservation, elle est vraiment très limitée. Deuxièmement, quand on broie comme ça, souvent on élimine les fibres. Et je vous disais qu'on est quasiment tous carencés en fibres. Donc consommer des jus de légumes, c'est bien, mais pas que. Ça ne va pas remplacer la consommation de fruits et légumes entiers qui vont, même si les micronutriments sont moins bien absorbés, vont apporter davantage de fibres, etc. D'accord, donc c'est préférable de le manger en fruits parce qu'il y a des fibres aussi, mais si par exemple on est carencé, ça peut être bon de se faire une petite cure de jus. Oui, pourquoi pas. Ok. Moi j'en ai une par rapport à vos recherches. Est-ce qu'il y a eu des écrits accessibles pour qu'on puisse s'informer sur justement la biodisponibilité? Parce que c'est ce qui nous manque à tous. Déjà, votre intervention me semble, vous l'avez très bien, vous nous l'avez très bien communiqué, mais c'est vrai qu'on a envie après de retrouver votre intervention, de la lire, de la relire, de vous réentendre pour pouvoir coller les bouts et faire notre recette. En fait, je ne sais pas si le public a eu ce sentiment. C'est le sentiment que j'ai eu. Et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des documents complémentaires. Est-ce que vous en avez connaissance?
Alors, on a un certain nombre de documents, j'avoue, qui sont très scientifiques, notamment, même si ce sont des documents écrits en français, parce qu'ils sont à destination des professionnels, des médecins ou des industries agroalimentaires. Mais je pourrais essayer de vous trouver un ou deux articles en français là-dessus. Très bien. Donc, comme je peux recueillir vos coordonnées, même uniquement pour cette information, je la passerai aux personnes intéressées. Si vous pouvez l'écrire sur le papier que j'ai laissé à l'extérieur, que vous voulez recevoir cette information et vous me donnez le mail et je ne l'utiliserai que pour ça. Sauf pour les personnes qui voulaient bien s'inscrire. Voilà. Donc peut-être encore des questions, parce qu'on pourrait, avec nos questions, justement enrichir cette conférence avec les réponses de notre intervenante, de Madame Reboul. Oui, bonsoir. En fin de compte, vous aviez indiqué que vous aviez fait une source d'essai sur un panel de personnes suite à l'absorption de nourriture du même repas. Et vous avez trouvé des différences par rapport à leur aptitude micellaire, on va dire. Leur aptitude à absorber, on va dire. Absorber les éléments. Et il s'avère, est-ce que vous avez noté des différences plus marquées ou pas? Par exemple, vous avez parlé de différences liées au gène. Est-ce qu'il y a plus de différences entre les hommes ou femmes? Ce type d'exemple. Alors, donc cette étude-là, elle a été faite uniquement chez des hommes, voilà, donc d'un certain âge. Par contre, effectivement, ce qui a été fait, c'est qu'on a recueilli le génome de chacun des patients, des sujets, et on a pu associer certains variants de certains gènes avec cette absorption-là. Et certaines personnes qui ont des combinaisons de gènes particulières sont des forts absorbeurs et d'autres sont des faibles absorbeurs. Ça, on le sait et on l'a déjà déterminé en partie. D'accord. Je me permets d'indiquer autre chose. Et il n'y avait pas de maladie avérée ou non. Tout du moins déclarée? Non, pas de maladie. D'ailleurs, c'était très contrôlé. Les patients qui étaient enrôlés dans l'étude ne devaient pas faire trop de sport, ne devaient pas être des grands fumeurs, enfin voilà, etc. C'était très, très normé. Et ça nous a permis d'associer un certain nombre de gènes à une meilleure absorption ou non. Mais on n'en est pas encore au stade où on se fera une petite piqûre pour se faire génotyper et on dira « Ah bah vous, madame, vous avez intérêt à consommer plus de fruits et légumes que votre voisine parce que sinon vous allez mal absorber. » Mais in fine, c'est ce qui pourrait être refait. Ce serait vraiment de la nutrition personnalisée. Merci. Merci. Juste pour compléter sa question, par rapport au groupe sanguin, est-ce que du coup il y aurait eu des... Non. D'accord. Non. C'est ce que je veux savoir. Non, les gènes qui ont été impliqués sont plutôt des gènes qui sont liés à l'expression de la lipase, enfin des lipases ou de l'aptitude du corps à faire circuler les lipides dans le sang. C'était vraiment très axé sur ces gènes-là. Est-ce que vous avez des explications? Par exemple, je sais que le fer héminique est bien mieux absorbé que le fer qui provient des végétaux, quoi. Oui. Comment vous avez une explication de ça ou... Oui, parce qu'en fait, les voies d'absorption du fer, tout simplement l'entrée dans la cellule intestinale est différente s'il s'agit d'un fer sous forme d'un minéral ou un fer accroché à ce qu'on appelle l'hème. Et que lorsque le fer est accroché à l'hème, c'est très bien capté par la cellule intestinale. Alors que le fer qui est libre sous forme d'un minéral, ça l'est beaucoup moins. Et il est beaucoup plus sujet
a des interactions négatives liées à la présence de phytates, de polyphénols, etc. Alors que le fer héminique, on en absorbe jusqu'à 20%. C'est que 5% ou 5 à 15% maximum pour le fer minéral. C'est lié à la présence de cette LEM, c'est une sorte de molécule qui va vraiment favoriser son captage par la cellule intestinale. Et en complétant juste, est-ce qu'en rajoutant des graisses, enfin des lipides avec le minéral, ça va aider l'absorption Pour le coup, non, parce que le minéral, il est soluble dans l'eau, donc on est sur deux voies vraiment très différentes. Là, on ne peut pas. Par contre, ce qui améliore vraiment l'absorption du fer, c'est la vitamine C. Donc ça a été très bien montré dans un certain nombre d'études, où si on consomme une source très riche en fer, comme par exemple de la viande, c'est amélioré si on consomme des fruits et légumes riches en vitamine C à côté. Pas de supplément par contre, nécessairement, parce que là on rentre dans des suppléments vitamine C, parce que là on peut au contraire favoriser des actions pro-oxydantes. Mais ces associations vitamine C fer sont plutôt positives. Moi, je reviens sur les recommandations générales. Donc, la conclusion, c'était 5 fruits et légumes différents, donc la variété. Et la question là, que j'ai envie de vous poser, c'est sur les compléments alimentaires. Parce qu'on en a à tous les étages, à tous les étalages. Vous avez montré que parfois c'était plus intéressant, pas toujours. Donc finalement, si la conclusion est à la variété, c'est que finalement on peut se poser la question de l'intérêt de ces compléments. Donc éclairez-nous. Moi, je fais vraiment partie des gens qui pensent que si on arrive à avoir une alimentation assez variée, on n'a pas besoin de consommer des compléments alimentaires. On a la chance d'avoir un accès à une nourriture qui peut être très variée. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. C'est clair. Voilà. Donc on a cette chance-là et c'est possible. Et c'est quand même plus sympa de manger des aliments plutôt que d'aller manger des gélules. Par contre, c'est vrai qu'il y a des aliments qu'on consomme peu. On ne consomme pas assez de fruits à coque, par exemple, de noix, de noisettes, d'amandes, etc. Donc peut-être que pour certaines personnes qui ne consomment pas une grande variété d'aliments ou ont des difficultés pour les consommer, peut-être des personnes âgées qui auraient des difficultés de mastication, etc. Je ne dis pas que les compléments n'ont pas d'intérêt dans ce cadre-là. Mais vraiment, je pense qu'on peut, avec une alimentation variée, couvrir ses besoins. Merci. Très rapidement, est-ce que vous pensez qu'on se dirige dans les générations futures vers une ultra-personnalisation aussi de l'alimentation, en contrôlant un peu constamment via des appareils, des montres, des choses qu'on peut avoir sur son corps, sur ses carences, ses taux en vitamines, en minéraux, et puis qui peut aussi forcément ouvrir à toutes les dérives ultra paranoïaques qu'on peut avoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a un certain nombre de projets qui essayent de voir si ce genre d'appli pourrait être mis en place. Alors, pas forcément chez Monsieur Tout-le-Monde, mais ça pourrait être aussi, par exemple, pour des patients qui sont obèses et qui doivent perdre du poids et qui, du coup, sont confrontés quand même à des situations assez particulières puisqu'il faut être en restriction calorique tout en ayant assez d'apport en micronutriments, etc. Bon. Je pense qu'en fait, il ne faut quand même pas oublier que l'alimentation, c'est un plaisir, que c'est quand même sympa de se retrouver à table, de manger ensemble et pas être tout le temps sur son téléphone. Donc, moi, je pense pas que ça se développe tant que ça à l'avenir pour tout le monde. Enfin, en tout cas, je l'espère pas. Je voulais juste rebondir sur les fruits à coque. Si j'ai bien compris, vous montriez que en fait, c'est moins bien assimilé que certains autres produits. Donc j'ai oublié un petit peu le contenu, mais finalement, si on parsème sur une salade ou quoi que ce soit, plutôt des poudres, ou est-ce que c'est effectivement plus efficace que le fruit lui-même, même si on le mâche ou,
En fait, je dirais que c'est bien d'en consommer, même si l'absorption n'est pas parfaite, si on en consomme quand même régulièrement, c'est bien. Les poudres, ça a un intérêt effectivement en termes d'absorption, mais pareil, c'est comme les jus, dès que c'est en poudre, vous l'avez peut-être constaté, ça rancit très très vite. Pourquoi? Parce que il y a cet oxygène qui dégrade les molécules, les micronutriments, les acides gras qui sont présents là-dedans. Donc, je pense que c'est pas gênant de consommer ces fruits à coque entiers. C'est hyper intéressant d'en rajouter un petit peu tous les jours. Ça aussi, c'est difficile à faire, mais manger des noix tous les jours, ça permet d'apporter plein de molécules intéressantes, des acides gras essentiels. Il y a des études qui montrent que ça a un vrai impact positif, mais pas facile de le faire de façon régulière. C'est pas forcément les aliments auxquels on pense tous les jours. La dernière question, ce serait au sujet de la vitamine D. On sait aujourd'hui qu'on est tous carencés en vitamine D, surtout en Île-de-France. Vous avez la chance à Marseille, je ne l'ai plus. Mais bon, est-ce que là, effectivement, ce genre de supplémentation est intéressante? Et comme vous disiez en introduction, on en a beaucoup entendu parler avec cette épidémie de Covid, finalement, on accorde beaucoup de vertus à cette vitamine D. Alors effectivement, elle a beaucoup de vertus et effectivement, on est tous carencés. Je crois que la vitamine D, c'est quand même difficile, notamment chez les enfants et chez les personnes âgées, de faire sans supplémentation. Il faudrait vraiment s'astreindre à consommer du poisson gras très régulièrement et puis avoir une exposition au soleil minimale, notamment pendant la période d'été, ce qui n'est pas forcément compatible ni avec notre mode de vie, ni avec le fait qu'on va utiliser la crème solaire pour ne pas attraper de cancer de la peau, ce qui est tout à fait logique, mais ce qui bloque l'absorption de la vitamine D. Donc c'est vrai que pour la vitamine D, c'est un réel problème. Du coup, excusez-moi encore une dernière, est-ce qu'il vaut mieux finalement prendre des compléments entre guillemets journaliers ou la dose mensuelle Alors déjà, il y a eu un progrès, c'est-à-dire que pour la vitamine D, on est passé d'une dose annuelle ou 2 doses annuelles à une dose mensuelle, ce qui est mieux. Ce qui est infiniment mieux, c'est-à-dire qu'on est passé de 100 000 UI unités en une fois ou 2 fois à des doses de 50 000 unités par mois. Le mieux, c'est effectivement tous les jours, mais après, il faut le faire. Enfin, il ne faut pas l'oublier. Il faut aussi astreindre. C'est vrai que c'est plus pratique, entre guillemets, de prendre une fois et puis... Mais c'est mieux de répartir, c'est sûr. D'accord. Mais la vitamine D, en fait, c'est une vitamine. Alors, je ne sais pas si ça arrive que l'on soit qu'il y en ait trop, mais bon, c'est une vitamine qui est un peu néfaste pour le foie, qui a du mal à l'éliminer, en fait. Donc, est-ce que finalement, il faut faire un ou deux dosages par an pour voir un petit peu où on en est et supplémenter ou pas, quoi? Honnêtement, si vous suivez les recommandations de votre médecin, vous ne ferez jamais d'hypervitaminose D. Ça, c'est la vitamine D, elle est quand même. Il y a des voies d'excrétion qui permettent de réguler son taux. C'est beaucoup moins problématique, par exemple, que pour la vitamine A, où là, la vitamine A, il n'y a vraiment aucune façon de l'éliminer. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand on consomme certains médicaments à base de vitamine A, il peut y avoir des conséquences assez problématiques. L'hypervitaminose D, elle est très rare. Il faut consommer 10 fois la dose autorisée pendant plusieurs semaines pour faire une hypervitaminose. Si on s'en tient à ce qui est sur l'ordonnance, il n'y a aucune raison de faire des dosages. Vous pouvez être rassuré. Merci. Donc, bonsoir. Donc, vous parlez d'hypervitaminose. Cela signifie que cela peut porter à mal l'organisme. Nous sommes bien d'accord. Oui. Parce que, en fin de compte, par exemple, vous venez de citer la vitamine A.
Or, vous aviez indiqué, il me semble l'avoir compris comme ça, dans votre document, que la vitamine A était entraînée par la vitamine E au sein des... dont je ne me rappelle pas de l'intestin, pour l'assimilation dans l'intestin. Oui. Donc, elle a quand même une capacité à pouvoir être expulsée du corps. Alors, non, elle est mieux absorbée. Elle est mieux absorbée en présence de vitamine E. Mais avec les doses alimentaires de vitamine A, à moins de consommer du foie tous les jours, 3 fois par jour, il y a peu de chances de faire une hypervitaminose A qui est très grave. En général, ces cas d'hypervitaminose A, on les retrouve chez des patients qui prennent notamment, par exemple, des traitements contre l'acné sévère, qui sont à base de très fortes doses en vitamine A et qui sont d'ailleurs très contrôlées par les médecins. Là, s'il y a justement un problème dans les prises, il peut y avoir une hypervitaminose A. Mais avec une alimentation normale, c'est quasiment impossible. Merci. Alors, je prends encore 2 dernières questions. Je voulais savoir si le rôle qu'ont les sels minéraux justement pour l'assimilation des vitamines et tout ça, est-ce qu'on n'est pas... Je suppose que ça doit jouer un rôle, quoi. Oui, il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'il peut y avoir des interactions entre le calcium, par exemple, et l'absorption de certains caroténoïdes. À nouveau, ce sont des études qui montreraient que c'est plutôt si on a une supplémentation chronique en calcium où il pourrait y avoir un effet dans une alimentation normale. Il n'y a pas trop d'interactions majeures à éviter. D'accord. Je crois que la dame est à côté. Alors, 2 petites. Une, c'est plutôt cru ou plutôt cuit, s'il y aurait une recommandation à faire. Et pour moi, pour la clôture, c'est est-ce que voilà, toutes vos recherches et vos recommandations, alors est-ce qu'elles sont entendues est-ce qu'elles sont entendues au niveau étatique, au niveau ministère, etc. Et est-ce que du coup, ça a une retombée, aujourd'hui, on peut dire concrète, au niveau de l'industrie agroalimentaire? Alors, cru ou cuit, clairement, les deux. Voilà. Cru, c'est bien pour la vitamine C. Cuit, c'est mieux pour les caroténoïdes. Donc, consommer des deux, c'est très bien. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, effectivement, on travaille beaucoup avec des industries agroalimentaires qui cherchent à améliorer leurs produits. Qui se disent, voilà, si on change un petit peu notre procédé de transformation, si on rajoute telle graisse plutôt que telle autre, eh bien, on va avoir une meilleure qualité nutritionnelle de notre aliment. Donc, oui, il y a des retombées, techniques. En tout cas, on travaille avec un centre technique qui est le CTCPA, qui travaille beaucoup sur la mise en conserve, notamment des légumineuses ou des fruits et légumes. Et c'est avec eux qu'on développe ces travaux pour aller voir si on change le procédé, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Et ce centre technique diffuse ensuite ces résultats aux industriels qui prennent ou qui prennent pas. Mais les industriels aujourd'hui ont aussi envie de communiquer sur la qualité de leurs produits parce qu'ils savent que ça peut leur permettre de mieux vendre. Donc oui, on arrive à faire passer des messages par ce biais. Je vous remercie, mais il est préférable, je pense encore, de manger l'aliment tel qu'il est, plutôt que transformé. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Vraiment, la sauce tomate, qui est un aliment transformé, c'est un très bon aliment à plein de points de vue. Donc, je pense qu'il faut pas croire que la transformation est forcément négative. Évidemment, l'ultra transformé, où il va y avoir des procédés comme de l'extrusion, où on va vraiment... comment dire ?
Quand il y a énormément d'additifs ou des produits qui sont très modifiés, effectivement, il peut y avoir une dégradation de la qualité nutritionnelle de notre alimentation. Mais ça se voit déjà dans la composition. Beaucoup d'additifs, moins de micronutriments. Mais par contre, tout ce qui est cuisson, qui est broyage, etc., ça fait aussi partie de la cuisine et ça ne dégrade pas forcément la qualité nutritionnelle des produits. Je crois qu'il y a vraiment plusieurs niveaux et la transformation n'est pas forcément négative. Merci beaucoup. J'espère que, en tout cas, vous nous apporterez un support pour pouvoir effectivement faire notre propre recette, comme disait Nejma, parce que on ne sait plus à quel sein se vouer. Oui, c'est sûr. Mais après, voilà, je pense qu'il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle les produits transformés, qui sont tout simplement des produits cuits avec des mélanges simples, et ces fameux produits ultra transformés, où là, on est vraiment sur des produits avec beaucoup d'additifs, etc. Ce qui est quand même pas la même chose. Qu'on consomme un produit transformé, juste transformé, par un industriel ou que ce produit soit transformé à la maison, il n'y a pas tellement de différence. Okay. Merci beaucoup.